Donc bonjour à tous. Donc j'en profite déjà pour remercier Jean-Marie Terrascon de m'avoir permis de présenter un peu ce que nous faisons à Orléans sur les matériaux d'électrode et la caractérisation par résonance magnétique nucléaire. Donc voilà, je m'appelle Michael Deschamps, je suis professeur en fait en chimie des matériaux à l'université d'Orléans et je travaille en fait au laboratoire conditions extrêmes et matériaux haute température et irradiation, qui est un laboratoire CNRS, le SEMTI. Alors un plan un peu rapide en fait, donc déjà je vais commencer par un petit peu vous décrire ce qu'est la résonance magnétique nucléaire. Je suppose que vous n'êtes pas forcément tous familiers avec ça. La résonance magnétique nucléaire, vous en connaissez sûrement en fait une des applications fondamentales qui est l'IRM, hein, l'imagerie par résonance magnétique. Donc vous avez un IRM ici, hein, une image qu'on obtient par IRM, en fait, où on va regarder le signal de l'eau hein, dans votre corps et qui vous permet de générer ces images-là. L'autre aspect de la RMN, en fait, c'est une spectroscopie. Hein, donc vous avez un spectromètre RMN qui est ici plutôt utilisé en fait, pour aller regarder, par exemple, des petites molécules organiques ou des molécules un petit peu plus grosses. Hein. Ici, vous avez un exemple avec le spectre de la lidocaïne. Hein, et on va pouvoir voir en fait, les différentes contributions, les différents signaux des atomes et confirmer si on a la bonne molécule ou pas. Donc, ce que je vais vous montrer d'abord, c'est l'aspect, donc l'introduction de ce qu'est la spectroscopie RMN et en fait, nous, ce qu'on utilise, notamment la rotation à l'angle magique et son application aux batteries. Puis ensuite, je vais vous parler aussi de la spectroscopie bidimensionnelle hein, et en fait, comment on va montrer la proximité spatiale entre les différents atomes, et éventuellement ce qui se passe quand ces atomes se mettent à bouger. Et puis en fait, en deuxième grande partie, on va s'intéresser, alors cette fois-ci, ce n'est pas des gradients de température, c'est des gradients de champ magnétique. Hein, et en fait, c'est ce qu'il y a derrière l'imagerie par RMN et comment on peut l'appliquer à l'étude des batteries par RMN in situ. Et puis ensuite, quand les atomes se mettent à bouger, ce qu'on peut faire avec la diffusion. Alors, qu'est-ce que la RMN? En fait, la RMN, première chose, en fait, il y a une notion de résonance. Hein, si on regarde, c'est un petit peu comme la musique. Hein. Si vous pincez une corde de guitare, en fait, vous avez un signal hein, qui ressemble un petit peu à ça, ce signal sonore. Et en fait, en général, ce qu'on va faire, c'est que si on fait une transformée de Fourier de ce signal-là, c'est très similaire à ce qu'on fait en RMN, on va obtenir une distribution avec un certain nombre de fréquences hein, qui, en fait, vont nous décrire le signal qu'on a observé. Alors évidemment, le problème, c'est que pour la RMN, il faut générer le signal correctement, évidemment. Alors, on dit aussi magnétique. Hein. Alors, magnétique, si généralement, on entend par magnétique, en fait, les aimants. Hein. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que si on regarde la matière de façon on va dire, à l'échelle microscopique, hein, par exemple, l'électron, il a ce qu'on appelle un spin. Et le spin, c'est en fait un moment magnétique intrinsèque. Alors, en fait, on lui a donné le nom de spin parce qu'on pensait à l'époque que l'électron éventuellement tournait sur lui-même, qu'il y avait un courant. Et donc, on allait générer, en fait, ce moment magnétique à cause de la rotation de l'électron. Alors en fait, c'est un moment magnétique intrinsèque, hein, donc, et quand il est le spin, en fait, c'est une grandeur qui est quantifiée, donc ce qui fait que ce moment magnétique, dans un champ magnétique, hein, il prend deux valeurs possibles, en fait, plus 1,5 ou moins 1,5 si on décide de faire la mesure de ce moment magnétique, là. Alors en fait, on dit nucléaire, tout simplement parce que si on regarde les atomes, en fait, il y a des moments magnétiques du noyau. Et donc, ça va être le moment magnétique du spin nucléaire, et ça, c'est la RMN. Et puis, ce que vous allez sans doute voir dans un autre cours, en fait, un autre séminaire, c'est le moment magnétique de spin électronique, hein, et qui va en fait concerner la RPE ou la résonance paramagnétique électronique. Et donc, en fait, la RMN, c'est vraiment l'art de jouer et d'écouter la musique des spins des noyaux, hein, et de façon à en sortir des informations pertinentes pour les systèmes qu'on regarde. Alors, en fait, ce que je vais vous décrire, c'est sorti de Spin Dynamics, hein, qui est un livre de Malcolm Leavitt. Et donc, si on prend au départ un ensemble d'atomes porteurs de spin, hein, on va avoir des moments magnétiques qui sont en fait orientés suivant des directions aléatoires. Et donc, on va décider de les mettre en fait dans un champ magnétique, alors au hasard 4,7 Tesla. Pourquoi? Parce que, bon, déjà, c'est 100 000 fois le champ terrestre en France. Et puis, en fait, ces spins-là, quand on les met dans un champ magnétique, ils vont se mettre à précesser, en fait, autour du champ magnétique, hein, le champ B0. Et en fait, ils tournent 200 millions de fois par seconde. Hein, et donc ça correspond à ce qu'on appelle la fréquence de l'armor, qui est proportionnelle au champ. Donc le tour que vous voyez, en fait, il est effectué en 5 milliardièmes de seconde. Donc ça tourne extrêmement vite. Malheureusement, en fait, ça, ce n'est pas détectable. Hein. En fait, ce qu'il faut faire, il va falloir générer une grandeur macroscopique qu'on peut observer. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait,
quand on a nos spins dans le champ, en fait, il se trouve que chaque spin en fait, se comporte comme un petit aimant, hein, comme un petit dipôle, et donc il va émettre lui un champ, hein, donc on va appeler le champ dipolaire, ce qui fait qu'un spin à côté, il va voir le champ principal B0, puis un tout petit champ dipolaire. Hein, et ce champ dipolaire, c'est autour en fait de 0,01% de B0. C'est tout petit, c'est une toute petite perturbation. Et donc ces spins voisins, ça peut être des spins nucléaires ou des spins électroniques, etc. Et donc on va perturber en fait ce champ B. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que comme ce champ B, le champ ressenti par le spin est perturbé, ben, petit à petit, en fait, le moment magnétique, au lieu de précesser suivant un joli cercle, en fait, il va avoir un axe qui va varier avec le champ. Et en fait, ce qu'on peut espérer, c'est que ben, on va au final éventuellement aligner tous les spins avec le champ magnétique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la relaxation longitudinale. Et en fait, l'état d'équilibre, en général, on va l'atteindre au bout d'un temps qu'on appelle T1, hein, pour les ramanistes, qui va de quelques microsecondes à plusieurs heures, hein, quand on n'a pas de chance. Et donc, à partir de là, en fait, on va avoir ce qu'on appelle une aimantation macroscopique, puisque l'ensemble des spins, en fait, vont être alignés. Donc l'aimantation, en fait, à nous, c'est un peu notre corde de guitare. Hein. Alors le problème, c'est vrai à 0 Kelvin. Alors, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes à une température supérieure à 0, il faut prendre en compte la statistique de Boltzmann. C'est-à-dire le fait que la température va en fait a tendance à désordonner un peu tout ça. Et si on compare KT, l'agitation thermique, on est à 4-10-21 joules ici. L'interaction avec le champ magnétique, c'est 10-25. Donc, ce qui fait que le rapport, c'est 10-4. Donc, autrement dit, en fait, au lieu d'avoir une belle aimantation macroscopique maximale comme ça, en fait, il nous reste ça, le petit point là. C'est-à-dire en fait un 10 millième de ce qu'on avait au départ. Et ça, c'est un des premiers problèmes de la RMN, c'est que la RMN, ce n'est pas forcément une méthode très sensible. Donc après, il y a plein de techniques qu'on essaye de développer pour aller justement passer de cette situation à cette situation-là. Hein. Alors évidemment, on peut descendre en température, mais enfin 10-4, ça veut dire que vous passez au millikelvin et ce n'est pas très très pratique. Le deuxième problème qu'on va avoir, c'est en fait si on regarde quels sont les spins qu'on va regarder. Alors, dans les spins, il y a des noyaux qui sont faciles à observer. Donc, typiquement, ceux qui ont des fréquences élevées, donc qui vont interagir fortement avec le champ, générer une grosse aimantation, et qui ont des isotopes abondants, évidemment, parce que tous les isotopes n'ont pas de spin. Alors, typiquement, l'hydrogène, 99,99%, hein, à 2,35 Tesla, il résonne à 100 MHz. Donc, c'est un noyau qui est très, très favorable. Évidemment, on parle d'isotopes stables. Nous ne faisons pas de RMN sur des isotopes instables. Bon, il y a peut-être des gens qui essayent sur... mais bon, c'est clairement 99,9% des laboratoires s'occupent d'isotopes stables. Autre noyau très sympathique, le lithium-7. Ça tombe bien, hein, pour les batteries lithium-7, 92% d'abondance naturelle, 39 MHz. Donc évidemment, il résonne un peu plus bas, mais il est abondant, ce n'est pas un problème. Bore 11, très sympathique, 80%. Le fluor, 100%, extrêmement facile à observer. Sodium, aluminium, phosphore, 100% d'abondance. Tous ces noyaux-là, en fait, on peut les observer en RMN. Par contre, il y a des spins qui sont plus difficiles à observer, souvent parce qu'ils ont des fréquences plus basses. Donc, en fait, leur interaction avec le champ va être plus faible, et donc l'aimantation générée va être d'autant plus faible. Et en plus, ils ont une abondance naturelle moins élevée. Donc typiquement le lithium-6, 7,6%. Alors ça, ce n'est pas gênant, on a le lithium-7 au pire. Le carbone-13, c'est dommage parce que c'est quand même un composant majeur de la chimie organique. Et en fait, 1,1%, c'est quand même pas extraordinaire. Ce n'est pas un noyau qui est très facile à voir. Azote 15, pareil, 0,4% d'abondance, fréquence de 10 MHz. C'est embêtant parce qu'en fait, quand même, dans les protéines, par exemple, l'azote, c'est un des noyaux qu'on va utiliser énormément. D'autres noyaux qu'on retrouve dans les matériaux inorganiques, silicium 29, sélénium 77, un tout petit peu plus abondant et qu'on va pouvoir justement regarder relativement facilement, à condition évidemment que le T1 soit raisonnable. C'est-à-dire que si le T1 devient plusieurs heures, en fait, je n'aurai pas d'aimantation avant d'attendre plusieurs heures après avoir mis l'échantillon dans le spectromètre. Et puis je termine par des spins qui sont très difficiles à observer, notamment l'oxygène 17, 0,04% d'abondance naturelle. Autrement dit, c'est quand même extrêmement difficile, à part dans des cas vraiment spécifiques, d'aller regarder l'oxygène 17. Alors qu'est-ce qu'on peut faire en général? On peut acheter en fait des précurseurs enrichis isotopiquement, si on a l'argent, sachant que ça va de 100 à 10 000 € le gramme.
Donc après, on regarde, on fait une petite péréquation entre le temps de spectromètre et puis l'importance du résultat qu'on veut en sortir. Et puis, il y a aussi donc, des noyaux qui sont à la fois non abondants et non observables en RMN parce qu'ils n'ont pas de spin, qui sont le carbone 12 et l'oxygène 16, hein, malheureusement, qui sont les isotopes les plus communs pour le carbone et l'oxygène. Alors, comment on génère l'aimantation? L'aimantation, en fait, il nous faut un champ magnétique élevé. Alors là, vous avez un petit exemple. Ça, c'est ce qui se fait le mieux commercialement, enfin, qui a été réalisé en tout cas, parce qu'on vend déjà des 1,2 GHz. Donc 1000 MHz pour l'hydrogène, c'est un champ de 23,5 Tesla, c'est 500 000 fois le champ terrestre. C'est 11 millions d'euros, 12 tonnes, 5,2 mètres de haut, et il y en a un en France. Comment on fait ça? Donc typiquement, en fait, il nous faut une bobine solénoïde qui est supraconductrice. Alors généralement, c'est niobium éteint ou niobium titane dans une matrice de cuivre. Et donc, on va avoir plein de petits fils. Alors là, vous avez en fait une coupe en fait, de ce qu'on va voir. Vous avez différents fils qui sont... alors différentes sections ici qui sont assemblées, qui contiennent eux-mêmes des petits fils de supraconducteurs. Et donc, on met tout ça en fait, dans l'hélium liquide à moins 269, après avoir mis le courant. Et en fait, on a une boucle de courant dont la valeur baisse de quelques milliardièmes éventuellement par mois, hein, ce qui est quand même extrêmement raisonnable. Et donc, évidemment, il faut maintenir le tout à moins 269. Donc là, je vous ai, en gros, avec notre guitare, on a généré la corde, hein, donc l'aimantation qu'on va manipuler. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va pincer la corde? Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va manipuler en fait, l'aimantation avec des ondes radiofréquences à la fréquence de l'Armor, c'est-à-dire à la fréquence de rotation des spins, c'est-à-dire de quelques mégahertz à quelques gigahertz. Alors, les gammes de fréquences, donc c'est principalement des ondes radiofréquences, hein, qu'on regarde sur ce schéma-là. Donc, on est plutôt autour de la centaine de mégahertz, hein, c'est ce que vous allez écouter quand vous écoutez la radio FM. Hein. Le gigahertz, on arrive à la limite basse en fait, des micro-ondes. Typiquement, ces ondes-là en fait, sont plutôt des effets thermiques, hein, on n'est pas du tout dans les rayonnements ionisants. C'est plutôt de l'échauffement qu'on risque d'avoir. Donc, c'est a priori pas dangereux pour l'être humain, à condition de ne pas se prendre une trop forte puissance, évidemment. Alors, comment on génère en fait, des ondes radio? En fait, il nous faut une console. Hein. Alors, la console, c'est ce qui va permettre de générer les ondes radiofréquences avec des puissances jusqu'à 1 kW. Hein. C'est sur des durées de quelques microsecondes à éventuellement des centaines de millisecondes, avec une résolution de 50 nanosecondes aujourd'hui. Hein, donc ça a effectivement énormément progressé avec le développement des technologies des téléphones portables. En fait. On est passé à une miniaturisation absolument extraordinaire en fait, de tout ce qui est synthèse de fréquences. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut irradier l'échantillon. Donc si on a un échantillon, par exemple dans un tube comme ceci, en fait, il faut transmettre l'onde radiofréquence dans une petite bobine hein, qui va générer le champ qu'on appelle B1, hein, qui va être un champ oscillant. Et donc, il y a une électronique qui est transmise par ce qu'on appelle une sonde et qui va être placée en fait, au centre de notre champ magnétique. Et donc, c'est quoi le principe de l'expérience? Alors là, je vais essayer de vous faire la mécanique quantique en fait, sans équation. Donc, l'idée, c'est que vous avez un champ RF qui est généré à la fréquence de l'Armor, dans de la bobine irradiant l'échantillon, donc on a un champ oscillant comme ça, et donc notre spin, lui, il est en train de tourner à la même fréquence, mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, ce champ oscillant suivant l'axe des X, en fait, on peut le décomposer en deux composantes contrarotatives, et en fait, il n'y en a qu'une seule qui nous intéresse, c'est celle qui va tourner avec le spin. L'autre a un effet, on va dire, négligeable. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Si, en fait, on calcule ce qui se passe ensuite, voilà, en fait, notre spin, donc, il va, sous l'effet de l'influence du champ, il va se mettre à tourner autour du champ RF qui lui-même est en train de tourner. Alors, pour simplifier, en fait, si je me mettais à tourner avec le champ RF, en fait, hein, on imagine que l'observateur maintenant tourne avec le champ que j'ai imposé, en fait, on voit que, tout simplement, le spin, maintenant, il va précesser autour du champ B1 qu'on est en train d'imposer. Et donc, ça, c'est typiquement hein, l'expérience on va dire, majeure de la RMN. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, pour un ensemble de spins, l'aimantation, elle, va précesser autour du champ B1 à la vitesse gamma B1, hein, tout simplement. Et donc, on va avoir notre aimantation en vert. Et qu'est-ce qu'on va faire en fait ensuite? Ce qui est intéressant, c'est que pour observer l'aimantation, il suffit de stopper le champ B1
au moment en fait, où l'aimantation va être dans le plan XY. Et au moment où on arrête le champ B1, de toute façon, l'aimantation, tous les spins sont dans le champ B0, hein, et donc l'aimantation, elle tourne aussi dans le champ B0. Or, un aimant qui tourne, eh ben, en fait, on peut détecter tout à fait le mouvement d'un aimant. Hein. Il suffit d'utiliser en fait, la bobine qui nous a servi à générer le champ RF, qui est accordé à la bonne fréquence. Hein. Et en fait, on peut récupérer tout simplement le signal de cette aimantation qui est en train de tourner dans la bobine, et en fait de générer en fait un signal, ce qu'on appelle le signal de précession libre. Hein. Et donc ce signal-là, on fait la transformée de Fourier et on va obtenir en fait un pic hein, à la fréquence de résonance de ces spins-là. Et évidemment, le problème, ça va être toute la durée de vie du signal dans le plan. Hein. Le temps, ce qu'on appelle le temps T2, qui est le temps de relaxation transverse, qui est de quelques microsecondes dans les cas défavorables à quelques secondes, et qui va en fait nous définir en fait la largeur des pics. Alors, à quoi sert la RMN? Alors, la RMN, il y a quand même énormément d'applications. Hein. Si on regarde notamment en physique, vous avez dans la détection des mines, hein, vous avez la rhéologie notamment, hein, comment on peut imager les fluides quand ils sont soumis à une contrainte, notamment aussi pour tout ce qui est exploration pétrolière. On a des spectromètres RMN en fait, dans des têtes de forage qui vont pouvoir en fait, regarder le signal RMN quand on arrive dans une roche en direct. On a de la caractérisation de défaut dans les semi-conducteurs. L'ordinateur quantique, on a fait des ordinateurs par RMN, des ordinateurs quantiques. Alors, on a fait ça avec 13 qubits. Hein, ce n'est pas forcément énorme, enfin, c'est un exemple qui marche. Pour la chimie, typiquement, tout ce qui est imagerie éventuellement de réaction. On a le polymorphisme pharmaceutique, hein, savoir si on a un médicament dans la bonne forme cristallisée ou pas. La chimie organique, donc tout ce qui est spectroscopie, les polymères, les sels fondus, les matériaux désordonnés, la catalyse, et en médecine, donc l'IRM, qui est comme une énorme application, et puis des techniques qui se développent, notamment tout ce qui est en fait profilage métabolique, où on va en fait essayer de détecter on va dire une biopsie ou un échantillon sanguin, quels sont les métabolites présents, et enfin de savoir quelle maladie vous avez grâce à l'imagerie, en fait à la caractérisation du métabolisme. En biologie, les protéines en solution ou les protéines polycristallines en phase solide et tout ce qui est ADN, ARN. Donc il y a énormément en fait de champs d'application. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière et pourquoi et comment en fait c'est intéressant? Tout simplement parce que la fréquence de résonance en fait, alors elle ne dépend pas que du champ, elle dépend aussi de l'environnement électronique. Et ça, c'est ce qu'on appelle le déplacement chimique. Alors d'où ça vient? Si on imagine dans une molécule, hein, typiquement vous avez des électrons, la molécule est en mouvement et vous pouvez avoir en fait des courants électroniques à l'intérieur de la molécule. Ces courants électroniques génèrent un champ magnétique qui va s'opposer en fait au champ appliqué B0 potentiellement. Hein. Et donc à partir de là, le champ ressenti par le noyau, c'est le champ B0 plus le champ induit. Et en fait, en très bonne approximation, le champ induit, il est linéaire, obtenu une relation linéaire avec le champ B0. Alors c'est autour de 10-4 à 10-6 de B0. On est en train de regarder en fait des variations qui sont de l'ordre du 10 millième au millionième en fait de B0. Et donc, comme on veut s'affranchir de la dépendance du champ, en fait, on va regarder plutôt le déplacement chimique, hein, qui est en fait le déplacement par rapport à la fréquence de l'armor qu'on aurait pour un atome tout seul, en fait. Et donc, à partir de là, on peut obtenir des spectres qui vont être caractéristiques par leur déplacement chimique des environnements qu'on observe, par exemple, dans une molécule. Hein. Donc, typiquement, voilà cette molécule-là, une tyrosine. Hein, suivant la densité électronique qu'on va voir autour de chaque hydrogène et chaque fonction chimique, on va avoir une fréquence différente, et ce qui nous permet éventuellement de compter le type d'atomes et leur environnement dans un mélange. Hein. Alors, le problème, c'est qu'en fait, en liquide, c'est facile. En solide, c'est un petit peu plus compliqué, tout simplement parce que dans un solide en poudre, on n'a pas de mouvement moléculaire, et donc, toutes les interactions, par exemple, entre les spins ou le déplacement chimique vont dépendre en fait de l'orientation des petites cristallites hein, qu'on va avoir dans notre mélange de poudre. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir un spectre bien défini avec une raie unique, en fait, on va avoir ce qu'on appelle un spectre de poudre avec des pics individuels qui correspondent en fait aux orientations de chaque cristallite. Et donc ça, c'est le gros problème de la RMN du solide, c'est qu'il va falloir en fait supprimer ces interactions anisotropes qui contiennent beaucoup d'informations, mais qui en fait, au lieu d'avoir des raies toutes fines,
en fait, nous donne des patates qui vont se superposer. En général, on ne peut pas voir grand-chose. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on va prendre l'échantillon et en fait, on le fait tourner autour d'un angle qu'on appelle l'angle magique, qui est cet angle-là, 54 degrés 7. Alors, pourquoi 54 degrés 7? Tout simplement parce que ça correspond à la grande diagonale du cube. Et en fait, ça veut dire que chaque cristallite ici, quand on les fait tourner dans cette direction-là, on va en fait faire passer, chaque cristallite va passer autant de temps pour la partie anisotrope, pour les interactions anisotropes, autour des axes X, Y et Z. Et en fait, ça permet de moyenner la partie anisotrope de la plupart des interactions. J'ai bien dit la plupart et pas toutes. Mais en gros, en tournant, on va pouvoir en fait retrouver un spectre qu'on aurait dans un liquide. Alors, comment on fait tourner un échantillon? En fait, on va mettre notre échantillon dans ce qu'on appelle un rotor. Donc, vous avez différentes tailles ici. Et en fait, ces rotors qui sont en zircone, on les met dans un objet qui est un stator et on va souffler en fait de l'air ici et ici qui va permettre en fait de se libérer des forces de friction et d'avoir notre rotor en fait qui est un petit peu en lévitation à l'intérieur de la bobine. Et puis, on va amener en fait un autre flux de gaz sur les ailettes du rotor pour le mettre en rotation. Alors, pour vous donner une petite idée, en fait, là, on a des rotors. Ces rotors en zircone font de 7 mm à 1,3 mm et ils peuvent tourner donc de 7 kHz, soit 7000 tours seconde, jusqu'à 70 kHz ou 70 000 tours seconde. Je vous rappelle, pour information, votre moteur de voiture tourne à 50 Hz. Donc, à peu près 3000 tours minute. S'il y a un déséquilibre ou un problème, voilà, ça donne ça. C'est-à-dire que votre petite bobine, en fait, en général, votre échantillon, il est pulvérisé et votre bobine, en fait, elle est réduite en purée. Ce petit bijou de précision, parce que c'est au micron, ça vaut quand même 3000 € en fait à chaque fois, donc c'est à ne pas casser. Voilà. Alors je rappelle cette limite, cette vitesse maximum, elle est fixée par une chose, vous ne pouvez pas passer le mur du son à la surface en fait de ces rotors. Si vous passez le mur du son, immédiatement vous allez sortir de l'axe et puis vous allez toucher les parois du stator et vous arrivez là. Et en fait, en général, ce qu'on a fait, c'est qu'on a une limite de sûreté à 80% de la vitesse du son et on a calculé en fait l'épaisseur des parois pour être à peu près à la même limite de façon à ce que la zircone ne casse pas sous l'effet des forces centrifuges. Donc voilà, c'est un petit peu la limite. Alors, après cette introduction, donc, on va parler un peu plus d'applications sur les matériaux de batterie. Alors, on va prendre un exemple donc, sur lequel on a travaillé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, il y a l'IVPO4F. Et donc, ça, c'est un exemple un petit peu de l'apport de la RMN pour vous illustrer ce qu'on peut faire. Alors, si on prend un LiViPO4F, c'est un matériau qui est assez intéressant. Il a une tension de 4,25 volts. C'est un matériau de cathode, d'électrode positive. 156 mAh par gramme. Donc, en fait, dans le diagramme un petit peu des différents matériaux, il est plutôt pas trop mal, à 655 Wh par kilo. Donc, c'est plutôt un matériau prometteur. Il a une magnifique structure ici, avec en fait un site cristallographique pour le lithium, que vous voyez là. Donc, il y a un seul site. Et les atomes de vanadium, en fait, vont être porteurs des électrons célibataires. Alors, si on regarde les échantillons soit en diffraction, soit en microscopie électronique, en général, ça montre que la structure est bien ordonnée, on a des beaux échantillons, et là, c'est en fait au MET Titan de Grenoble. Si vous regardez, vous avez quand même une belle résolution, donc on peut voir les atomes ici individuels. Et en fait, a priori, quand vous voyez ça, le message, c'est plutôt bien ordonné, vous changez de cristallite, il n'y a pas de problème. Bon à expédier, ça marche très bien. Sauf que vous faites un spectre RMN, et puis là, en fait, vous faites une petite analyse quantitative. Donc vous avez bien le pic principal, ça tombe bien, il y avait un site cristallographique. Puis vous apercevez qu'il y a des petites choses. Donc là, il y a un pic là, un pic là, un pic là. Puis un peu de LIF, alors bon, ça tombe bien parce qu'on s'y attendait. Mais il y a quand même un certain nombre d'impuretés. Donc suivant les échantillons, on a 10, 15, 20% en fait, de lithium qui ne correspond pas du tout en fait, à ce qu'on attend. Et donc le problème, c'est à partir de là, en DRX on ne voit rien, en TEM on ne voit rien. On fait quoi Alors la première question, c'est est-ce que ce sont des défauts ? Est-ce que c'est vraiment dans la structure?
ou est-ce que c'est une impureté? Alors si c'est une impureté amorphe, parce qu'on ne la voit pas en DRX. Hein. Donc qu'est-ce qu'on va faire? En fait, la question qu'on se pose, c'est comment savoir si deux atomes sont proches. Hein. Et donc la RMN peut nous répondre. Alors en fait, je vais introduire un petit peu la RMN multidimensionnelle. L'idée, c'est qu'en fait, en RMN, on peut corréler le signal d'un spin avec celui d'un autre lors d'expériences bidimensionnelles. C'est un petit peu comme si vous aviez une guitare, vous tirez une corde, d'accord, vous stoppez la corde et vous écoutez si les autres vibrent à côté. Et donc, typiquement, comment on va faire ça? On va avoir une expérience en deux étapes, c'est-à-dire qu'on va avoir une étape de préparation des spins, on va perturber des spins A, on va les laisser évoluer et ensuite, on va manipuler ces spins de façon à ce qu'éventuellement ils perturbent des spins B. Et donc, comment on va faire pour regarder ce qui se passe? On va générer en fait des données en deux dimensions en faisant varier ce temps T1, le temps d'évolution des spins A, et puis ensuite on acquiert le signal des spins 2. Et on va voir si en fait il y a une trace de l'évolution des spins A dans l'évolution des spins 2. Et en fait, si on a une, quand on fait une transformée de Fourier donc du signal ici bidimensionnel dans les deux dimensions, hein, c'est un peu comme si vous regardiez, vous perturbez une corde et suivant son signal, vous regardez le signal de l'autre, vous allez voir, en fait, si vous avez un pic à la fréquence donc, de A et un pic à la fréquence donc, aux coordonnées AB, hein, vos fréquences de résonance de A et de B, ça veut dire qu'en fait, quelque part, ils sont proches. Donc on va poser une question en fait, au système de spin et essayer d'y répondre par une expérience qu'on va réaliser dans ce but-là. Alors, un exemple d'expérience, typiquement sur le lithium ici, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre aimantation lithium, on excite l'aimantation lithium, on la laisse évoluer. Et en fait, pour introduire l'interaction dipolaire, donc l'interaction à travers l'espace entre deux lithiums, on va appliquer ce qu'on appelle une séquence de recouplage, c'est-à-dire que chaque rotation du rotor, en fait, hein, on va appliquer une impulsion de 180, ce qui nous permet en fait de réintroduire l'interaction et faire que l'aimantation d'un spin A va être transmise à celui du spin B s'il est à côté, évidemment. Hein. Et donc, l'idée, ça va être d'aller en fait retrouver la carte des proximités entre spins. Cette séquence, d'ailleurs, s'appelle RFDR, hein, pour Radio Frequency Driven Recoupling. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On regarde d'abord sans recouplage, donc on a notre signal de la LiViPo4F, nos impuretés, et puis en fait, on voit que grosso modo, il y a une diagonale, donc il ne se passe rien. Par contre, si on introduit en fait la séquence de recouplage, en fait, on s'aperçoit qu'on va avoir des pics ici, ce qui veut dire qu'en fait, C est proche spatialement du pic principal, B lui-même est proche du pic principal, A est proche du proc principal, donc ils appartiennent à la même phase. Donc en fait, on sait que ce sont des défauts. Donc première chose, ça veut dire s'il y a des défauts et si on veut comprendre le comportement électrochimique de notre système, il va falloir essayer de comprendre ce qui se passe et où est-ce qu'en fait on a fait une erreur et où est le problème. Alors pour ça, il faut comprendre en fait la position des pics. Et donc la position des pics ou le déplacement chimique, typiquement dans ces matériaux-là, il est dominé par le paramagnétisme, c'est-à-dire les interactions hyper fines entre les électrons et les spins nucléaires. Et en fait, cette interaction-là, c'est ce qu'on appelle l'interaction de contact de Fermi, et en fait qui dépend directement de la densité électronique au niveau du noyau. Est-ce qu'il y a des électrons qui vont être présents, en fait, donc des électrons célibataires présents au niveau du spin de lithium. Et donc, typiquement, les défauts tels qu'on les voit dans le spectre lithium-7, en fait, ils sont dus à des environnements électroniques distincts, c'est-à-dire typiquement des états de spin ou d'oxydation différents pour les atomes de vanadium qui sont autour. Et donc là, il y a quelque chose qui est extrêmement utile, ce qui est le calcul par DFT, la théorie de la fonctionnelle de densité. Donc l'idée, c'est qu'on va utiliser un ordinateur pour calculer en fait les déplacements chimiques. On peut faire des hypothèses et les vérifier. Et alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'ici, en fait, donc ça a été réalisé par Dany Carlier à l'ICMCB à Bordeaux, c'est que si vous regardez en fait la structure de base, vous prenez un fluor et vous le remplacez par un oxygène, ça peut arriver, il y a un peu d'oxygène qui traîne dans le milieu réactionnel. À partir de là, votre F- il est remplacé par O2-. Les deux ions vanadium par symétrie, ils deviennent non plus V3+, mais V4+. Et comme vous avez une charge de plus en trop, en fait, il faut faire apparaître une lacune de lithium. Vous faites le calcul DFT, alors ça c'est notre spectre expérimental, et vous trouvez ça. Donc en gros, honnêtement, ça tombe super bien. Et donc, à partir de là, là c'est juste avec un modèle relativement simple, sans compter le désordre,
on a à peu près compris en fait ce qui se passe dans ce matériau-là. Hein. On a un certain nombre de fluors qui ont été remplacés par des oxygènes. Alors après, qu'est-ce que ça va faire sur l'électrochimie? Ça, c'est la suite de l'histoire. Donc tout ce que je vous ai raconté là, c'est sympa, mais sauf que, en fait, il y a quand même quelque chose qui peut arriver. Qu'est-ce qui se passe si les atomes bougent? Hein? Alors typiquement, la RMN, là encore, peut nous donner plein d'informations. Alors, si on veut regarder les effets de la dynamique, un bon exemple qui a été publié par le groupe de Goward au Canada, hein, Li3V2PO4 3 fois, c'est une structure de type Nasicon, donc il y a 3 sites lithium, hein, ici A, B et C, en orange, violet et vert. Et donc, si on regarde en fait les 3 sites ici, quand on va chauffer, hein, donc on regarde là, on est à 276 Kelvin, on a bien nos trois pics. Quand on augmente la température, on s'aperçoit qu'au lieu d'avoir 3 pics, on n'en a plus qu'un. En fait, tout simplement parce que en fait, les spins passent du site A au site B au site C très rapidement. Et à partir de là, en fait, au lieu d'avoir une fréquence de résonance pour chaque site, si on passe suffisamment vite de l'un à l'autre, on n'a plus qu'une seule fréquence moyenne. Hein. Et donc, on peut à nouveau, même si on n'a pas d'échange rapide, on peut mesurer un certain nombre de choses avec le même type d'expérience que ce que j'ai montré tout à l'heure. Donc l'idée, c'est qu'on prend à nouveau le spin de lithium 7, on le laisse évoluer, et en fait, pendant un temps qu'on appelle le temps de mélange, on peut tout à fait décider de laisser les spins bouger d'un site à l'autre, et puis ensuite, on regarde le signal, et donc on va avoir une carte bidimensionnelle qui nous indique en fait quelle était la position des spins pendant ce temps T1, et où est-ce qu'ils ont bougé après, pendant le temps T2. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'expérience de Exchange Spectroscopy, EXI. Donc si vous regardez par exemple cette expérience-là, si j'attends une microseconde, vous voyez que typiquement, A est resté en A, B est resté en B, C est resté en C. Par contre, si j'attends 500 microsecondes, je vois qu'il y a des A qui sont passés en B et en C, etc. Et donc j'ai la présence de ces pics croisés qui vont me dire en fait que j'ai bien eu un mouvement d'un site à un autre. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'après, on peut regarder ce qui se passe au niveau des structures. Donc, typiquement, en mesurant en fonction de la température, on a l'énergie d'activation, par exemple, du transfert de A vers B, du transfert de A vers C ou du transfert de B vers C. Et donc, vous voyez qu'on va de 0,73 à 0,83 électronvolts, hein, qui est l'énergie nécessaire pour passer de A à B. Et quand on regarde, en fait, la taille, on va dire, du goulet d'étranglement formé par les oxygènes, eh bien, on voit que typiquement, pour celui qui est le plus favorable, on a 1,55 angstrom, et pour celui qui est un petit peu plus gêné, 0,73 angstrom, on a bien une énergie d'activation qui est nettement plus élevée. Donc là, vous voyez, typiquement, la RMN peut nous permettre d'aller regarder très finement les processus de mobilité des atomes à l'intérieur d'une structure. Comment on va passer d'un site à un autre, et éventuellement, après, d'essayer d'avoir des grandeurs physiques qui caractérise en fait le trajet suivi par chacun des atomes. Donc voilà un petit peu ce que la spectroscopie en fait peut faire. Alors maintenant, évidemment, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'est-ce qu'on peut faire si on veut localiser des atomes dans l'espace. Et c'est ce que vous faites si on va passer un IRM. Typiquement, il va falloir localiser en fait la position des atomes dans l'espace. Et donc pour faire ça, en fait, on utilise des gradients de champ magnétiques. Et donc l'idée d'un gradient de champ, en fait, donc un gradient de champ, c'est tout simplement faire varier linéairement le champ B0 en fonction de la position. Et donc, ça va permettre d'encoder la position des spins dans leur fréquence de résonance. Ce qui fait qu'en fait, quand je lis la fréquence, en fait, je lis leur position, tout simplement. Alors, comment on fait ça? Typiquement avec des bobines de gradient. Alors, c'est un type tout simple, c'est une bobine anti-Helmholtz, avec 2 bobines bobinées dans le sens inverse. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Si je regarde par exemple 3 objets qui contiennent des spins avec leur aimantation, donc si j'applique un gradient, celui ici qui a la position moins z, en fait, il voit un champ plus petit, donc il tourne plus lentement. Celui qui a cette position-là, il va avoir un champ non modifié, à z égale 0. Et puis celui-là, il tourne un peu plus vite. Ce qui fait que, en fait, quand je vais faire la transformée de Fourier, je vais voir directement en fait, 3 résonances qui correspondent en fait à l'image 1D de la densité des spins. Combien j'ai de spins à cet endroit-là, à cette position-là. Donc ça, c'est le principe derrière l'imagerie. Alors, comment on fait ça dans une batterie? Alors, le problème, c'est que déjà, il faut avoir une batterie dans le spectromètre. Alors, c'est des ondes radiofréquences
qui dit onde radiofréquence dit au revoir les métaux. Ce n'est pas la peine. Si vous avez un conteneur métallique, de toute façon, les ondes radiofréquences ne passeront pas à travers. Donc il vous faut une cellule en fait en polymère, et puis après faire attention donc justement à déjà ne pas avoir des métaux magnétiques, hein, puisque sinon vous allez perturber le champ que vous appliquez. Vous voulez voir votre signal mais à la position attendue. Donc ici typiquement on a soit des électrodes en inox, en cuivre ou en aluminium, et on va les mettre en fait cette batterie là en fait à l'intérieur de la bobine ici qui va faire un champ RF. Alors typiquement, en fait, au centre de l'aimant, donc on va avoir la bobine reliée au galvanostat. Là encore, ce n'est pas forcément évident, puisqu'un galvanostat, c'est un fil que vous mettez ici dans une bobine extrêmement sensible pour détecter des ondes RF. En fait, vous avez mis une antenne hein, qui récupère tout le bruit à l'extérieur. Donc, il y a un certain travail de filtrage à faire. Et donc, ce qu'on a fait ici, on a regardé deux matériaux assez classiques, hein, qui sont AliCO2, dont Jean-Marie a parlé tout à l'heure, et à l'électrode négative, Ali4TI5O12, hein, un titanate. Et donc, on va travailler, alors c'est des modèles, donc une électrochimie qui est bien connue, et on a travaillé avec des modèles d'électrodes épaisses. Donc ici, nos électrodes, hein, elles sont équilibrées pour avoir la même quantité de lithium de chaque côté. On est autour de 444 microns d'un côté et 495 microns, ce qui est quand même supérieur à la taille des électrodes qu'on aurait en général, qui sont plutôt autour de la centaine de microns, voire moins. Alors évidemment, le problème, c'est que si on regarde les spectres ici, vous allez vous dire, ce n'est pas extraordinaire, forcément c'est normal, vous êtes en solide, il n'y a pas de rotation de l'échantillon, enfin pas encore, on essaye, mais la résolution est évidemment dégradée. Et donc on va regarder ce qui se passe pour ces différents spectres, évidemment avec la résolution dont on dispose, pour essayer de comprendre en fait comment ça se passe. Donc si je regarde un petit peu ce que je vais avoir, en fait, ici, l'utilisation de gradient elle me permet d'observer le signal en fait, de chaque tranche que je vais pouvoir exciter en fait, avec une résolution en fait, de 100 microns. Hein. Et donc l'idée, malheureusement, c'est que 100 microns, j'aimerais bien faire mieux, mais le problème, c'est que le temps T2, le temps de relaxation des spins est trop rapide, et donc je n'arrive pas en fait, à améliorer la résolution sur ces systèmes comme ça. Hein. On peut atteindre une résolution qui est de l'ordre de quelques microns, on va dire, sur des échantillons du vivant. Hein. On peut faire l'imagerie des mouches drosophiles, hein. Ce n'est pas un problème. Le problème sur les batteries, c'est que justement, le temps de vie de l'aimantation étant tellement faible qu'on peut difficilement en fait, améliorer cette résolution. Enfin bon, toujours est-il que quand on regarde en fait, cette série de spectres, hein, on peut avoir le signal en fait, de plusieurs tranches dans nos électrodes, dans le séparateur et dans l'électrode négative. Et en fait, ce que je vais vous montrer, c'est plutôt des courbes de niveau, qui sont en fait l'intensité du signal, donc le spectre de lithium dans cette dimension-là, et sa position, en fait, suivant l'axe des Z, tout simplement avec l'utilisation d'un gradient de champ dans l'axe en fait, de la batterie. Donc, ce qui va nous permettre en fait, d'observer un peu ce qui se passe dans la batterie. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? En fait, notre batterie, on a décidé, donc, on l'a chargée puis déchargée ici. Hein, et en fait, à chaque fois, on a stoppé un certain nombre de points. On a attendu que la tension reste constante hein, pour avoir un équilibre. Et ensuite, on a acquis un spectre. Et le spectre, ça prend à peu près 2h30. Hein, vous voyez, la RMN, ce n'est pas une méthode extrêmement sensible, malheureusement. Ça prend un certain temps pour avoir un spectre. Et à chaque fois, donc, on a regardé le spectre donc, de nos deux électrodes en fonction du point de charge. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit, par exemple, en fait, au fur et à mesure de la charge, quand on regarde la partie qui correspond à l'oxyde de cobalt, on voit que, grosso modo, l'électrode est assez homogène, c'est-à-dire que le spectre ne dépend pas de la position en fait, de la tranche dans l'électrode. C'est relativement homogène. Par contre, si on regarde Ali4TI5O12, en fait, on s'aperçoit que la charge elle a lieu d'abord en fait, dans la partie la plus proche du séparateur. Il y a à peu près 200 microns ici où en fait, le Ali4TI5O12 en fait, va se lithier et former en fait, une nouvelle phase. Et inversement, quand on regarde la décharge, on voit qu'en fait, la réaction elle a lieu plutôt en fait, dans la zone près du séparateur, hein, pour revenir en fait, à l'état de départ. Alors ça, c'est intéressant. On peut donc en fait, suivre au cours des cycles. Hein. Donc, par exemple, si on voit les tranches ici, les tranches noires, c'est la tranche proche du séparateur. En regardant la position des pics, on peut savoir où est-ce qu'on en est en fait, dans la charge et la décharge. Donc, en gros, ce qu'on voit ici typiquement, c'est que la partie qui est proche du séparateur, en noir, en fait, elle a tendance à être en avance sur le reste pour le titanate. Par contre, pour l'oxyde de cobalt,
Grosso modo, il y a un petit effet, mais il est relativement faible. Ce qui veut dire qu'en fait, quelque part, il va falloir regarder la diffusion de lithium éventuellement dans cette électrode et s'arranger en fait à ce que le lithium se déplace potentiellement plus vite, éventuellement dans cette électrode, puisqu'on voit que éventuellement, il se peut que le processus soit ralenti par la diffusion du lithium. Alors, donc, ça, c'est un petit peu pour vous montrer ce qu'on peut faire sur un modèle d'électrode épaisse. Alors, évidemment, 100 microns, ce n'est pas forcément aussi bon que d'autres techniques. Par contre, on peut observer d'autres éléments. On peut regarder la dégradation de l'électrolyte. On peut aussi, ça, c'est une des perspectives, augmenter les gradients de champ pour, en fait, améliorer la résolution. Donc, ça, c'est un petit peu ce qu'on peut faire en in situ, en imagerie, sur les électrodes. Maintenant, vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe? On est quand même dans un système où les lithiums sont mobiles. Et donc, j'en viens à la deuxième sous-partie de cette partie concernant les gradients de champ, c'est l'effet de la diffusion. Et donc, la RMN, en fait, on peut facilement mesurer la diffusion des éléments. Alors, si on regarde une expérience toute simple, par exemple, je prends mon aimantation, j'excite mon aimantation dans le plan, et j'applique un gradient de champ. C'est-à-dire que l'aimantation ici suivant Z au départ, juste après l'impulsion, toutes les aimantations voient la même fréquence et donc elles sont alignées. Donc j'ai un signal maximal. Si par contre j'applique un gradient de champ, qu'est-ce qui va se passer? Au fur et à mesure, ceux qui sont en haut vont accélérer, ceux qui sont en bas vont être ralentis, ils voient un champ plus faible, et donc je vais avoir une espèce d'hélice comme ça, qui va être en fait, qui va résulter du déphasage induit par la présence du gradient. Et donc, l'ordre de grandeur, d'ailleurs, du pas de l'hélice, c'est de l'ordre du micron, de 1 à quelques microns. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Si j'applique un gradient en sens inverse, en fait, je vais faire exactement l'inverse, c'est-à-dire que je vais remettre en avance ceux qui étaient en retard, et puis je vais obtenir en fait ce qu'on appelle un écho, c'est-à-dire que je vais refocaliser l'aimantation. Après la deuxième impulsion de gradient ici, je vais retrouver toute mon aimantation en phase. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un écho de gradient. Alors évidemment, si pendant delta, les spins ne sont plus au même endroit, ce n'est pas possible, puisqu'ils ne vont pas subir le même gradient à l'arrivée et à la fin. Ce qui veut dire qu'on ne va pas retrouver le même signal si les atomes ont bougé. Et donc ça, c'est effectivement le principe même qu'on va utiliser pour mesurer la diffusion des atomes, évidemment, sur quelle échelle? Sur une échelle de quelques microns. Alors, si on regarde, en fait, typiquement, qu'est-ce qu'on va observer? Alors, on ne le fait pas avec des séquences aussi simples. Il y a un petit peu plus de choses compliquées. En général, on utilise plutôt une séquence comme ça, qui s'appelle une séquence d'écho stimulée avec des impulsions de gradient bipolaires. Et donc, typiquement, ce qu'on va voir, c'est que dans le cas d'une diffusion isotrope, évidemment, on va avoir une atténuation gaussienne du signal qui dépend de quoi? Qui dépend du coefficient de diffusion, du gradient et du temps pendant lequel on a laissé la diffusion s'effectuer. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire comme expérience? On va faire varier l'intensité du gradient et regarder comment le signal est atténué au fur et à mesure qu'on augmente le gradient. Et donc, on peut, à partir de là, retrouver en fait l'expression du coefficient de diffusion. Alors, il faut faire attention parce qu'en liquide, c'est isotrope, en solide, ça ne l'est pas. La plupart du temps, il y a une diffusion anisotrope. Donc, il faut faire une moyenne de poudre, c'est-à-dire qu'il va regarder l'atténuation suivant les différentes directions. Donc, on fait une intégrale, en fait, et on va regarder, par exemple, ça c'est dans le cas symétrie cylindrique, on a une diffusion dans un axe et une diffusion dans un plan, et donc il va falloir faire la moyenne de ça. Donc, un cas typique qu'on a fait nous au laboratoire, c'est Li3N. Li3N, c'est un conducteur de lithium alors, à haute température. Donc, ici, c'est à 431 degrés. Et donc, on peut parfaitement en fait, mesurer la diffusion dans le plan. Et ici, c'est de 10-10 mètres carrés par seconde. Et vous voyez, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé l'intensité du signal en faisant varier le gradient, donc de 0 ici à 1200 Gauss par centimètre. Autre exemple classique, on prend par exemple le cas des batteries lithium polymères. Alors, les batteries lithium polymères, c'est des batteries où vous avez une anode en lithium métallique et où votre électrolyte, pour des raisons de stabilité, en fait, ça va être un polymère. Donc, typiquement du polyoxyde d'éthylène, CH2, CH2O, et avec un sel de LiTFSI qui est dissous dedans. Alors, le problème des batteries lithium polymères, c'est connu. Les batteries lithium polymères, elles ont tendance à des fois avoir des petits problèmes de sécurité. Donc ça, c'est un exemple avec un iPhone. Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, on a ce qu'on appelle des dendrites. Alors, c'est de très bonnes batteries parce qu'elles ont une bonne densité d'énergie.
la tension est élevée parce que la tension, le lithium est très réducteur. Hein. On a une bonne conductivité du lithium à 60-90 degrés. L'autodécharge est relativement faible, mais parfois, on fait des dendrites qui donnent des courts-circuits, c'est-à-dire que vous voyez, il y a du lithium qui va venir et en fait, ça va vous faire un court-circuit dans la batterie. Hein, alors, on peut regarder ça par tomographie de rayon X. Hein, vous avez un exemple ici. On voit la naissance en fait des dendrites. Et puis, on peut faire aussi de l'IRM et de la RMN. Hein, ça a été fait par le groupe de Claire Gray et Alexei Gershov. Et donc, on peut voir les dendrites par RMN. Hein. Mais là, je ne vais pas vous parler de ça. En fait, je vais vous parler d'autre chose. En fait, c'est des copolymères à blocs. C'est une collaboration qu'on avait avec Renaud Boucher et Didier Gigmès. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, au lieu de prendre des polymères de PEO, en fait, hein, c'est d'ajouter, par exemple, du polystyrène. En fait, et d'avoir des polymères qui sont du polystyrène, du PO, du polystyrène. Le polystyrène va apporter la résistance mécanique et le PO, lui, va continuer à conduire en fait le lithium. Et si on regarde par exemple des expériences de résistance mécanique, on voit que le PO, ça ne résiste pas très bien mécaniquement, mais par contre, les copolymères à bloc vont avoir une meilleure résistance mécanique, ce qui en fait va limiter en fait la croissance des dendrites. Hein. Alors, les questions qu'on peut se poser, évidemment, c'est quel va être l'effet de l'ajout du polystyrène, hein, parce qu'en fait, ce polymère, vous avez des phases qui sont insolubles entre elles. Hein. Le polystyrène, c'est plutôt hydrophobe. Le PO, c'est plutôt hydrophile. Et donc, on va avoir une structure tridimensionnelle qui est en fait contrôlée par la répulsion entre les blocs de PO et les blocs de polystyrène. Ce qui vous fait une espèce de structure comme ceci, hein, avec une phase polystyrène et puis une phase PO. Et donc, on est autour d'une fraction volumique de PO qui est autour de 72% à l'optimum, hein, et 25% en fait de polystyrène, et des domaines de 5 nanomètres. Hein, donc, la taille à l'ordre de grandeur à peu près qu'on va avoir. Et donc, les questions auxquelles on peut répondre avec la RMN, c'est par exemple l'effet de la tortuosité de la phase. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un trajet tout droit, en fait, on va avoir des domaines de polystyrène dans lesquels le lithium ne peut pas passer. Hein. On va pouvoir aussi séparer les contributions des anions et des cations, ce qu'on ne peut pas forcément faire par conductivité. Et puis, bon, ce dont je ne parlerai pas aujourd'hui, on peut regarder aussi la dynamique à l'échelle atomique, hein, à l'échelle de la nanoseconde, avec justement les propriétés de relaxation. Alors, si on regarde, on mesure un petit peu les coefficients de diffusion. Donc, vous avez en fait ici les courbes de PO et les courbes de PO de copolymères à bloc. Donc, ici, à haute température, en fait, ce qu'on va voir, déjà, c'est que tous, pour le fluor, ici TFSI, et pour le lithium, hein, donc vous avez le fluor en bleu et le lithium en noir. Hein, vous voyez que typiquement dans le PO, en fait, on va avoir une diffusion plus rapide et qu'ensuite, on va avoir une diminution de la diffusion quand on met un copolymère à bloc. Hein. Alors, ce qui est intéressant déjà, c'est que tous les ions, en fait, ils ont la même pente en fonction de la température. Et donc ça, c'est intéressant, c'est que la diffusion est corrélée. Hein. Ils ont tous la même énergie d'activation, qui est autour de 40 kJ par mol, hein, ce qui fait à peu près 0,4 électronvolts. Et donc ça, en général, c'est une signature toute simple, c'est qu'en fait, c'est le mouvement des chaînes de polymères qui en fait laisse diffuser les différents ions. Hein. Et donc c'est le même phénomène derrière qui est responsable du mouvement des ions. Ce n'est pas le lithium qui va passer à travers, hein, typiquement, en fait, il va bouger avec le polymère. Et donc, ce qu'on est en train de regarder, en fait, c'est la mobilité du polymère. Hein. Pareil, on voit, bon, ici, on a une magnifique loi d'Arrhenius, hein, et on a aussi un nombre de transports. Alors ça, c'est intéressant, c'est la contribution à la conductivité qui est faite par TFSI et par le lithium. Et donc, en fait, on voit que typiquement, le rapport du coefficient de diffusion de TFSI sur la somme des deux, ou diffusion du lithium sur la somme des deux, hein, donc typiquement, le lithium contribue à 20% de la conductivité et ça ne dépend ni de la température ni de la présence de polystyrène. Donc en fait, les phénomènes de base de dissociation du lithium et du TFSI sont les mêmes dans les deux cas. Après, quand on regarde typiquement la différence entre les deux d'un peu plus près, ce qu'on voit, la première chose, c'est que le PO, lui, il diffuse plus rapidement que le PS-PO-PS qui est en dessous. Et en fait, ça, c'est une mesure directe de ce qu'on appelle la tortuosité, c'est-à-dire qu'au lieu de passer tout droit, les ions lithium et les ions TFSI, en fait, ils doivent en fait naviguer dans un réseau tridimensionnel. Et donc, on a une mesure directe de la tortuosité du réseau de polyoxyde d'éthylène. Et donc, on voit d'ailleurs que cette tortuosité, elle est constante et facilement mesurable par RMN, de façon à en fait, un peu comprendre au niveau physique ce qu'on va voir comme changement au niveau de
de la conductivité. Et alors à basse température, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait les courbes s'inversent. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit que le PO diffuse moins vite que le PS, PO, PS. Alors ça, c'est une expression toute bête. C'est qu'en fait, quand on regarde, donc quand le PO est fondu, il n'y a pas de problème. En fait, il est plus rapide, il n'y a pas de tortuosité. Par contre, en dessous, en fait, la conductivité est à peu près égale, tout simplement parce que leur température de fusion n'est pas la même. Si on regarde une courbe de DSC, en fait, on voit que la fusion du PO pur, elle arrive vers 60 degrés et quelques. Et en fait, si on rajoute du PS, par effet de confinement, en fait, les domaines de polystyrène vont gêner la cristallisation du PO. Et en fait, le PO va rester plus longtemps liquide. Ce qui fait qu'il est plus mobile. Et donc, on va arriver à avoir la diffusion en fait, grâce en fait, à cet effet de confinement. Et donc, à basse température, ces composés-là vont mieux conduire éventuellement le lithium que le PO de départ. Donc voilà, pour un petit peu résumer en conclusion, hein, avec la RMN, donc, on a typiquement accès à l'environnement des spins, hein, que ce soit des échantillons cristallins, vitreux ou désordonnés. On peut caractériser la mobilité à plusieurs échelles. On peut envisager l'imagerie. Maintenant, au niveau des perspectives, alors pour nous, il y a un certain nombre de choses importantes. Récemment, Geol, hein, donc c'est une compagnie japonaise, a introduit donc des sondes à ultra haute vitesse de rotation. Ultra haute vitesse, ça veut dire 110 000 tours par seconde. Donc ça permet de moyenner encore plus d'interactions et d'aller voir des échantillons qui sont beaucoup plus magnétiques, on va dire, entre guillemets. Hein. Alors évidemment, les rotors, c'est 0,75 mm. Vous avez, voilà, ça c'est le rotor. Je vous laisse imaginer la joie de remplir un rotor comme ça en boîte à gants. Hein, d'accord, 0,75 mm. Sachant que, bon, pour vérifier que c'est bien bouché, etc., il faut quand même une loupe binoculaire. Hein. Voilà. Et alors, bon, la sonde est commercialisée à un prix de vente de 300 000 € et les rotors sont 2 000 € pièce. Et il va sans dire qu'en zircone comme ça, si vous le cassez, vous le rayez, ou les bouchons qui sont en plastique de 0,75 mm. Ça, c'est Geol. Alors, Geol, généralement, ils sous-traitent à des entreprises qui font de du micro-usinage. Ça, c'est les Japonais qui ont fait ça. Alors, je vous rassure, il faut savoir que 200 kHz, on ne pourra pas faire, parce qu'en fait, à partir de là, pour que le rotor résiste à 200 kHz, il n'y a que des parois du rotor. On n'a pas de matériaux pour faire plus rapide pour le moment. Donc, en fait, on ne saurait pas usiner quelque chose qui monte plus vite. Donc là, on est en train de toucher un peu la limite. Donc ça, c'est un peu, on va dire, l'axe vers lequel on va pour les échantillons sur lesquels on a des très grosses anisotropies et qui sont, on va dire, en train petit à petit de rentrer dans le marché. Alors, comme c'est assez cher, c'est relativement lent. La deuxième chose qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est, vous voyez qu'on a des petits échantillons, on regarde des électrodes qui sont très très fines. Hein. Et donc, on commence à s'intéresser notamment à ce qu'on appelle les microbobines. Hein. Donc, ce qu'ils appellent en fait commercialement coil on a chip, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une bobine de quelques millimètres, en fait, vous avez une bobine qui va être de 1 mm, voire 100 microns, voire 10 microns. Hein. L'idée, en fait, quand vous avez un tout petit échantillon, votre détection sera beaucoup plus efficace hein, si vous avez en fait votre échantillon juste à côté de la bobine. Et donc là, l'idée, c'est d'aller chercher des petits échantillons, des petites épaisseurs, en allant faire rentrer éventuellement la bobine dans en fait, la batterie carrément. Hein. Alors évidemment, ce n'est pas si simple. Hein. Et puis après, il y a autre chose, donc dans le même ordre d'idée, c'est les microgradients. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt que d'avoir des grosses bobines de gradient très loin de l'échantillon, on fait les mêmes bobines, toutes petites, juste à côté de l'échantillon. Et ça a été développé aussi, ça existe, c'est 6000 Gauss par centimètre. Donc on peut espérer en fait pour nous avoir multiplié par 2 la résolution. Et donc j'en profite pour remercier alors mon groupe, hein, Elodie Salagé, Vincent Saroukanian qui travaille avec nous sur l'ingénierie, Rob Messenger qui était un postdoctorant américain qui est venu sur une bourse Marie Curie et qui a travaillé sur ALIV et PO4F. Elodie et Vincent, donc eux, ils s'occupent plus de la partie in situ. Nos différents collaborateurs, LRCS, ICMCB, l'IUF qui me permet d'avoir un peu plus de temps et un peu de financement pour ma recherche, le FEDER et le RS2E qui ont financé le spectromètre. Je dois aussi en profiter, donc faire un peu de publicité pour la grande infrastructure, enfin l'infrastructure de recherche du CNRS des RMN très haut champ. Donc
pour lequel vous avez en fait 6 centres en France qui contiennent des hauts champs. Donc à Orléans, en fait, on a un 850 MHz et un 750. Donc tout ça, c'est financé en grande partie par cette structure qui donne accès aux scientifiques extérieurs et qui payent leur mission pour venir et faire les expériences. Et puis le RS2E, puisque la plateforme RMN du RS2E qui est à Orléans et dont je m'occupe, c'est un spectromètre 200 MHz, donc plutôt bas champ pour les matériaux à forte anisotropie, avec une sonde ultra haute vitesse, ce qui est assez rare, une sonde qui va de -100 à 300, et des gradients élevés pour la diffusion. Et je vous remercie pour votre attention.